Bonjour à tous et bienvenue dans Politique et Économie aujourd'hui en compagnie de Philippe Herrlin. Bonjour monsieur. Bonjour. Philippe Herrlin est docteur en économie du Conservatoire national des arts et métiers. Il est également l'auteur d'une étude pour l'Institut Thomas More intitulée Cancel Economy. Pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique. Avant de commencer notre entretien, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air en bas à droite de cet écran, de partager cette vidéo et de nous laisser vos commentaires pour un meilleur référencement. Aujourd'hui, avec vous, Philippe Herrlin, on va parler de cette crise énergétique qui frappe l'Europe. Alors, c'est Les Échos, le journal, qui l'ont révélé. Les prix de l'électricité en France sont désormais plus élevés qu'en Allemagne. C'est même en France qu'on paye le plus cher notre électricité, comparé à nos voisins limitrophes. Comment en est-on arrivé là, Philippe Herrlin ? Alors ça vient du marché européen de l'énergie qui a été conçu pour l'Allemagne, qui utilise surtout du gaz et des éoliennes. Et donc, ça fait en sorte que la dernière unité de production électrique est faite sur les centrales au gaz. C'est-à-dire que c'est le coût de la dernière centrale au gaz mise en route sur le circuit électrique qui sert de référence. Alors que nous, on a très peu de centrales au gaz, essentiellement des centrales nucléaires, qui produisent à des tarifs très intéressants. Mais voilà, quoi. Donc, et c'est décidé par un marché. La plupart, d'ailleurs, des intervenants de ce marché se trouvent en Allemagne. Et donc, ils ont considéré... ça vient du fait qu'il y a un doute sur la disponibilité d'un certain nombre de réacteurs nucléaires en France, qui sont encore en travaux, en maintenance. Et donc, il est possible que la France ait plus que prévu besoin d'acheter du gaz. Et comme on a moins de gaz et moins de capacité de gaz que l'Allemagne, on devrait à ce moment-là le payer plus cher sur le marché. Et donc, ça fera des prix d'électricité plus élevés. Voilà. Mais ça montre la stupidité de ce système qui est à l'avantage de l'Allemagne, mais complètement désavantageux pour la France, quoi. Voilà. Est-ce que c'est la seule stupidité, ce marché européen de l'électricité, qui explique la dinguerie dans laquelle on est aujourd'hui? Non, alors il y en a d'autres aussi que l'on connaît, qui est le tarif ARENH, qui oblige EDF à revendre une partie, à peu près le quart de sa production, à prix bas, c'est-à-dire que là, un prix qui est celui de prix de revient, donc extrêmement bas dans le contexte actuel, à des opérateurs privés qui, eux, en fait, se contentent de récupérer ces capacités de production et de les revendre sur le marché au prix du marché, et d'encaisser la différence. Et ça, c'est complètement aberrant, parce que c'est du parasitisme. Si ces opérateurs privés construisaient des centrales, moi, je veux bien qu'on parle de ça, mais c'est pas du tout le cas. Ce sont vraiment des gens qui rachètent et qui revendent et qui empochent la marge. Voilà. Mais qui prend ces décisions absurdes? Alors, ces décisions absurdes, elles sont prises par l'Europe et par les Allemands. Et les gouvernements français, soit par soumission, soit par méconnaissance, laissent passer, quoi. Voilà. Et c'est pris par les Allemands parce que leur objectif à eux, c'est d'utiliser beaucoup de gaz et de charbon et des renouvelables. Pourquoi ? Parce que politiquement, il y a des accords qui ont été signés avec les écologistes, qui sont une force très importante en Allemagne, plus qu'en France. Et voilà, donc ça a commencé avec Merkel, qui a décidé, alors suite à l'accident de Fukushima, mais c'était surtout un prétexte, mais qui a décidé d'arrêter progressivement le programme nucléaire. Et puis la volonté d'augmenter la capacité des éoliennes. Mais comme les éoliennes sont intermittentes, ça oblige en même temps à construire des centrales au gaz, ce qui fait qu'au passage, les émissions de CO2 de l'Allemagne n'ont pas du tout diminué sur ces dernières années. Donc l'objectif poursuivi est en plus même pas tenu. Oui, mais ils ont augmenté le nombre de centrales à charbon. Voilà. Et donc, mais bon, l'objectif des Verts, c'est de tuer le nucléaire, parce que même si le nucléaire n'émet pas de CO2, c'est un objectif qui est idéologique. Il faut tuer la technologie, voilà. Mais pourquoi la filière nucléaire est-elle aussi faible et pas capable de se payer des lobbyistes qui soient capables de la défendre ? Mais ça, c'est le problème de l'État français, des différents gouvernements, des différents présidents qui sont succédés et qui ont cédé face à l'Allemagne et qui n'ont sans doute pas perçu qu'une crise comme aujourd'hui puisse arriver, quoi. Voilà. Alors, il y a un rapport qui est sorti récemment de l'Assemblée nationale qui s'appelle « Rapport sur la souveraineté énergétique » et qui a pointé 10 erreurs en matière de stratégie énergétique française. Ça commence par un ralentissement de la filière dans les années 90. Donc, ça a quand même 3 décennies, quoi.
Bah oui, alors ça a commencé avec Jospin qui a fermé Superphénix, qui était un réacteur d'essai, mais quelque chose de très performant, qui permettait de maintenir l'avance technologique de la France. Et c'est un réacteur qui consommait des déchets d'autres centrales. Donc, voilà, donc c'était quelque chose d'intéressant. Ça a été fermé par Jospin dans le cadre de son accord avec les Verts. Dominique Voynet. Et voilà. Et puis ensuite, il y a eu toute une suite d'abandons des différents présidents de droite ou de gauche. Hein. Chirac, pareil, Sarkozy aussi. Mais qu'est-ce qu'ils se disent, ces hommes politiques, quand ils prennent ce genre de décision? C'est quoi? C'est après moi le déluge? Alors, il y a ce côté-là, mais je dirais l'objectif principal, ce qu'a sous-tendu toutes ces décisions, ça, c'est pas vraiment dit dans le rapport. C'est un peu la faiblesse, parce que c'est une question un peu taboue, c'est qu'il a fallu, à partir des années 2000, il a fallu mettre en place la transition énergétique, parce qu'il fallait absolument diminuer les émissions de CO2, sinon la température allait exploser, et la France se transformerait en désert. Voilà. Et ça, personne ne le remet en cause. Malheureusement, le rapport l'a pas évoqué, mais voilà. Mais ça, c'est la décision fondamentale qui va amener tout ensuite une suite de décisions qui vont amener à restreindre nos capacités nucléaires et à accepter d'entrer dans ce marché européen de l'énergie qui nous est complètement défavorable. Mais est-ce que c'est un vrai marché, d'ailleurs, ce marché européen de l'électricité? Alors justement, non. Parce que moi, j'entends souvent dire « Ah, mais regardez, le marché, ça prouve que le marché, ça ne fonctionne pas pour l'énergie. » Je ne suis pas d'accord. Si on fait un vrai marché, c'est-à-dire que les plus compétitifs raflent le marché. C'est ce qui se passe sur un marché normal. Le moins cher rafle le marché. Si c'était vraiment le cas, EDF aurait gagné. Ils auraient même racheté des énergéticiens allemands, ils auraient fermé leurs centrales, et puis ils auraient construit des centrales nucléaires. Ils seraient devenus numéro 1 en Europe, quoi. Voilà, EDF serait devenu le plus gros en Europe, donc ça, les Allemands n'en voulaient pas. Il fallait construire un système qui permette le développement des éoliennes. Dans un vrai marché, il n'y a aucune éolienne qui serait sortie de terre, parce que le coût est supérieur au coût du nucléaire, donc, et même du gaz. Donc il n'y a aucune éolienne. Mais l'objectif politique de l'Allemagne, et aussi de la France, parce que les dirigeants se sont convaincus de ce réchauffement climatique, il fallait développer les renouvelables, donc éoliennes et solaires, et il fallait, à ce moment-là, il fallait faire un système qui permette à cette énergie qui est intermittente et qui est plus coûteuse, de pouvoir quand même rentrer sur le marché. Voilà, donc c'est pour ça qu'en indexant le prix de l'électricité sur le prix du gaz, ça permettait de renchérir de façon un peu artificielle le prix de l'électricité et de rendre à peu près rentable, malgré avec des subventions tout de même, mais de rendre comme à peu près rentable les éoliennes et le solaire. Voilà. Donc c'est un faux marché qui a été fait pour poursuivre un objectif politique. Il faut bien comprendre ça. Alors, en voyant la facture d'électricité exploser, le Portugal et l'Espagne ont pris la décision de sortir de ce marché européen de l'électricité. Pourquoi nous autres, Français, nous ne prenons pas la même décision? Alors ça, c'est effarant, et ça montre bien que la France est soumise au pouvoir politique de Berlin. Les présidents français nous parlent du coup franco-allemand. C'est surtout un acte de soumission, parce qu'on aurait évidemment pu faire comme l'Espagne et le Portugal, sortir du marché. Ça n'aurait en rien gêné les interconnexions. C'est-à-dire, les interconnexions existaient avant ce marché. Donc, on peut tout à fait, même en dehors de ce marché, acheter de l'électricité à un moment donné si on en a besoin. Donc, c'est pas ou en exporter si on en a trop. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais l'Espagne et le Portugal sont sortis et ils ont appris l'électricité qui est redevenue très largement compétitif. Nous, on ne le fait pas parce que ce serait se fâcher avec l'Allemagne. Et les présidents français veulent surtout éviter de se fâcher avec l'Allemagne. Et donc, on est dans une posture de soumission. Et si on se fâche avec l'Allemagne, on est susceptible d'avoir des taux supérieurs à ceux qu'on a si on veut s'endetter tranquillement sur les marchés financiers. Voilà. On est arrivé à 3% à peu près. Après, il peut y avoir des moyens de rétorsion de différentes natures. Mais ceci dit, la France aurait les moyens de faire valoir ses positions. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de volonté politique de défendre les intérêts français. Voilà. On est gouverné par des gens ça relève de la trahison. Voilà. Et moi, je refuse de dire que c'est de la bêtise ou de l'inconscience. Non, ils savent parfaitement ce qu'ils font. Le fait de ne pas sortir de ce marché de l'énergie qui oblige l'État à faire des boucliers tarifaires pour éviter que les prix explosent. Ils montent quand même, mais éviter qu'ils explosent. Donc ça fait des boucliers tarifaires qui coûtent une fortune. Voilà, donc c'est une position complètement aberrante qui ne peut être compréhensible que par un acte de soumission de Paris vis-à-vis de Berlin. Voilà, je le dis clairement.
Cette notion de trahison, elle existait dans la Constitution il y a encore quelques années. Je crois qu'elle a disparu sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ça arrange du monde, en fait, non? Oui, enfin, maintenant, il pourrait toujours y avoir... On peut toujours juger des chefs d'État en France. Il y a des dispositions légales qui permettent, mais bon, voilà, il faut surtout espérer qu'il y ait une prise de conscience des Français, quoi, là-dessus, voilà. Et qu'en plus, ça change au niveau de la... On avait entendu notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, affirmer fin août l'urgence absolue de découpler le prix de l'électricité du prix du gaz. On voit que depuis, rien n'a été fait. La Commission européenne, de son côté, a présenté, c'était le 14 mars dernier, une réforme du marché européen de l'électricité. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette réforme? Est-ce que la Commission a résolu les problèmes? Mais en fait, il n'y a rien qui est sorti de ces... Il n'y a que des discussions. Mais Bruno Le Maire a une chose très simple à faire. Il a qu'à faire comme l'Espagne et le Portugal, sortir du marché, voilà, et puis mettre les Allemands face à leurs problèmes et face à leur énergie chère. Je rappelle que l'Allemagne a fermé ses 3 derniers réacteurs nucléaires le 15 avril dernier, dans le cadre d'un accord avec les Verts. Ils auraient dû le fermer plus tôt, ils auraient dû le fermer l'année dernière. Mais avec la crise énergétique actuelle, Scholz a obtenu que les réacteurs tournent quelques mois de plus, quoi. Mais l'Allemagne s'est privée de réacteurs nucléaires qui n'émettent pas de CO2, qui produisent une électricité continue, sans aucun problème. Ils se sont privés de ça pour des raisons idéologiques. Et comme ils ne veulent pas en payer le prix, parce que si on était dans un vrai marché, l'électricité en France serait nettement moins chère, et donc il y a possiblement des usines allemandes qui viendraient s'installer en France, pour bénéficier, notamment les usines qui consomment beaucoup d'électricité. Il y en a un certain nombre qui viendraient en France, ou en tout cas les produits français équivalents seraient plus compétitifs que les produits allemands. Et les Allemands veulent absolument éviter ça. Donc, ils obligent la France à rester dans ce système, quoi, voilà. Est-ce que le président Scholz, parce qu'on voit que cette crise énergétique est la conséquence directe des sanctions que Ursula von der Leyen a infligées à la Russie de Vladimir Poutine, est-ce qu'on peut imaginer que le chancelier Scholz prenne un virage à 180 degrés vis-à-vis des décisions européennes? Ça, je ne sais pas, mais ce qu'il faut bien dire, c'est que même sans l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les tensions que ça a provoquées sur les marchés et sur les prix, nous aurions quand même été dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. Pas aussi rapidement. Sans les sanctions. Voilà, pas aussi rapidement, ça aurait peut-être quelques années de plus. Mais de toute façon, toute la politique de transition énergétique qui consiste à construire des éoliennes, je rappelle que Macron a confirmé qu'on allait encore construire des champs d'éoliennes en mer. Donc ça, c'est encore plus coûteux que sur Terre. Bon. Le fait qu'on continue dans cette voie-là, et puis il y a tout ce qui est afférent. On pourra en parler à la fin des moteurs thermiques pour les voitures en 2035, l'obligation de lutter contre les passeurs thermiques. Toutes les politiques qui se déclinent autour de la transition énergétique amènent à une explosion des coûts. Voilà. Donc de toute façon, on aura été dans les situations difficiles d'aujourd'hui. La guerre en Ukraine a simplement accéléré les choses, mais on l'aurait eu de toute façon, quoi. Alors, on sait que le gouvernement avait mis en place ce fameux bouclier tarifaire fin 2021. On sait aujourd'hui que ce bouclier tarifaire nous a coûté 24 milliards d'euros. J'ai vu sur le Figaro que finalement ce chiffre allait être relevé à 30 milliards d'euros. C'est ce que Bercy a déclaré. Bouclier tarifaire accompagné de chèques énergie, bois et fuel. Et pourtant, 27% des consommateurs déclarent avoir rencontré des difficultés en 2022 pour payer leur facture d'énergie, un pourcentage en augmentation par rapport à 2021, c'était 25% et même à 2020, 18%. Pourquoi tout cela ne suffit pas? Ça ne suffit pas parce que tous ces boucliers, ils sont troués en fait. Alors pour les particuliers et l'électricité, ça marche assez bien. Ça coûte une fortune, mais ça marche assez bien. Il faut savoir que le bouclier concernant le gaz va s'arrêter au mois de juillet. Ensuite, ça va être très compliqué parce que les gens qui consomment du gaz vont être exposés aux variations de prix. Et les boulangers, tous ceux qui consomment, ils vont être exposés à les variations de prix et ça va être très difficile de le prévoir. Surtout que là, on est toujours dans un contexte tendu parce qu'on a arrêté d'acheter du gaz à la Russie, il faut en trouver ailleurs. On achète du GNL, notamment qui vient des États-Unis, du gaz naturel liquéfié, mais qui est beaucoup plus cher que le gaz naturel. Et puis, en fonction des tensions, par exemple, l'année dernière, la Chine était plutôt en récession, on va dire, enfin, en tout cas, en très faible croissance, donc elle a acheté assez peu de GNL. Là, l'économie est un peu plus dynamique que l'année dernière, elle va consommer plus de GNL, donc on peut tout à fait avoir une forte hausse
du prix du gaz l'été et l'automne qui vient. Et à ce moment-là, ça va se répercuter sur les Français, les particuliers et les entreprises qui consomment du gaz. Donc on va avoir de la variabilité sur le gaz. Le bouclier électrique, il est maintenu jusqu'en 2025, ce qui veut dire au passage... Pour les ménages et les TPE. Voilà. Ce qui veut dire au passage que la France ne sortira pas du marché européen de l'énergie d'ici là. Voilà. Donc, ça veut dire qu'encore une fois, on se soumet à la position allemande. Et puis, pour les TPE et PME, alors le ministre de l'Industrie a récemment dit que le bouclier allait s'arrêter cette année. Sur le gaz? Non, sur l'électricité aussi, tous les boucliers. Donc, moi, j'ai entendu qu'il était prolongé jusqu'en 2025 pour le bouclier tarifaire électrique. J'ai pas eu la même info. Enfin bon, on va voir. Mais en tout cas, oui, pour l'entreprise, ça risque de s'arrêter. Sauf quelques-unes. Alors, c'est là aussi où on rentre dans l'arbitraire. C'est-à-dire que on avait beaucoup parlé au début de la crise de l'entreprise Duralex qui fait des verres, donc qui consomme beaucoup d'énergie, beaucoup de gaz. Et l'entreprise a mis ses usines françaises à l'arrêt pendant plusieurs mois parce que c'était plus du tout compétitif. Surtout que elle est sur un marché d'entrée de gamme, quoi. Voilà, c'est pas des marques de luxe du tout, quoi. Oui, Duralex a pu avoir un emprunt là. Et là, ils ont eu une subvention de 15 millions de l'État, quoi. Voilà. Et ils ont pu redémarrer leurs usines, ce qui est très bien pour les gens qui travaillent, mais ça veut dire que c'est un peu à la tête du client, quoi. Ça veut dire qu'on aide Duralex parce que les médias, parce que les médias en ont parlé, mais il y a plein d'autres entreprises qui consomment beaucoup d'énergie. De la France. Et on sait qu'en ce moment, par exemple, les boulangers, il y a beaucoup. Le nombre de faillites de boulangers est en train d'exploser. Alors, à chaque fois, c'est 2-3 emplois par-ci, par-là, donc ça fait pas un événement comme Duralex ou d'autres entreprises qui arrêtent leurs usines. Mais c'est une catastrophe pour le tissu économique français, quoi. Voilà. 157 000 coupures d'électricité ont été réalisées en 2022. On en avait parlé avec Philippe Murer lors d'un dernier numéro de politique et économie. 610 000 réductions de puissance pour cause de factures impayées. Donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ce cas de figure, ça va continuer dans les mois et voire les années à venir. Ça va augmenter. Et c'est là où on voit la difficulté d'une augmentation des prix de l'énergie, c'est que les ménages qui ont des revenus faibles vont payer le plus cette crise-là. Parce que quand vous avez des revenus faibles, c'est des dépenses que vous pouvez difficilement diminuer. Que ce soit l'essence pour la voiture, pour faire aller au travail, aller chercher les enfants à l'école, des choses comme ça. Que ce soit l'énergie, se chauffer, ou que ce soit l'alimentation, on peut jouer à la marge. Mais de toute façon, ce sont des dépenses qu'on doit faire, quoi, voilà. Et chez les faibles revenus, ça occupe une part importante de leurs dépenses. Et donc, de plus en plus, en ce moment, il y a des gens qui ne peuvent plus payer. Voilà. Donc, ça se traduit par des coupures. Ça se traduit aussi par le fait que il y a des gens qui prennent plus qu'un repas par jour. On l'a vu, ça. Il y a une enquête qui a été faite. Puissance, voilà, les gens qui ont moins qui sont au SMIC ou en dessous, une part importante de leurs 40% suppriment un repas dans la journée, quoi. Est-ce qu'on a vu une telle chose depuis l'occupation? On savait déjà sous Hollande qu'il y avait des Français qui avaient déjà plus les moyens d'assurer mais là, ça santé. prend une ampleur. Là, ça prend une ampleur vraiment importante, quoi. On parle d'alimentation, quoi, quand même. Et ça, le problème, c'est que ça va s'étendre. Ouais. Mais quand est-ce qu'on peut imaginer une sortie de crise énergétique? Alors là, il faut remettre en cause tout ce qu'on fait depuis de nombreuses années. Il ne faut pas croire que si jamais la guerre en Ukraine s'arrête, ce qu'on espère, si elle s'arrête, que les prix vont revenir comme avant, ça ne va pas se produire. Moi, je dis que les principales causes de l'inflation sur l'énergie, c'est la transition énergétique, j'en disais un mot tout à l'heure, et c'est aussi la planche à billets de la Banque Centrale Européenne qui a explosé au moment du Covid. Elle se faisait déjà avant, mais là, avec le Covid, ça a pris des proportions complètement délirantes. Et au bout d'un moment, quand il y a trop de monnaie par rapport à la quantité de biens disponibles, ça se transforme en inflation. Ça fait passer les étiquettes. Donc ça, c'est les deux moteurs de l'inflation. Et on n'en a pas fini parce que les déficits, ils continuent. Alors, ils sont moins importants qu'à l'époque du Covid, mais ils sont quand même significatifs. En France, en Italie, même l'Allemagne qui veut se réarmer, tout ça fait un peu de déficit. Donc la planche à billets de la Banque Centrale Européenne va continuer un peu. Et puis la transition énergétique qui coûte une fortune, elle n'est pas du tout remise en cause. Au contraire, on continue de foncer tête baissée
On a confirmé l'arrêt des ventes de voitures thermiques en 2035. Récemment, le Parlement européen a voté une taxe carbone. Enfin, alors justement, la taxe carbone, elle a été adoptée le 18 avril dernier. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi elle consiste ? La taxe carbone, elle consiste à taxer les énergies fossiles pour envoyer un signal prix, pour décourager les gens d'utiliser les énergies fossiles et passer à d'autres sources d'énergie ou diminuer leur consommation. Un peu, on augmente les prix des cigarettes pour que les gens fument moins. Bon. Mais quand on fait ça sur l'énergie, c'est plus compliqué parce que c'est de toute façon un budget important dans les dépenses. Incompressible. Et là, suivant les estimations qui sont faites de l'ordre de 45 € la tonne à peu près, donc on estime que ça fera à peu près 400 € par personne par an à partir de 2027. Sur le carburant, le chauffage. Alors, ce sera une taxe comme ça, voilà. Donc après, il peut y avoir des variations en fonction des situations de chacun, mais c'est de l'ordre de 400 € par an. Donc il y a beaucoup de ménages, c'est pas possible. Parce à quoi serviront ces recettes, justement ? Alors ces recettes-là, elles vont être récupérées par l'Europe, qui ensuite fera des transferts sociaux pour aider les ménages en difficulté dans leur transition énergétique. Mais on voit que c'est un circuit qui tourne en rond et qui, de toute façon, va produire de la pauvreté, quoi. Donc cette taxe carbone, elle s'applique aux particuliers. Et ce qui est aussi une chose importante qui a été votée à cette occasion, c'est ce qui concerne l'industrie. On accélère la diminution des émissions de CO2 du secteur industriel à des niveaux qui sont complètement délirants parce qu'on va passer d'un rythme de diminution à l'année qui était de l'ordre de 2%, 2,5% à presque 7% et d'ici 2030. Et donc ça, c'est infaisable technologiquement. Voilà. Donc ça va se traduire par quoi ? Les usines vont être démontées et remontées ailleurs. Ça va se traduire par une désindustrialisation. Vers les États-Unis, alors vers la Chine, parce que ça c'est déjà le cas depuis longtemps, et les États-Unis qui vont aussi récupérer une partie, parce que les États-Unis, qui sont plus malins que nous, ont mis en place un système de subvention qui s'appelle IRA, qui consiste à subventionner les entreprises qui font de la production autour des énergies vertes, globalement, que ce soit batterie ou autre, ou voiture électrique, choses comme ça. Et ça bénéficie pas seulement aux Américains, ça bénéficie à toutes les entreprises qui sont aux États-Unis. Donc quand une entreprise européenne, elle peut démonter son usine en Europe parce que le coût du gaz est trop cher, etc., elle s'installe aux États-Unis, elle va avoir un gaz moins cher. Et en plus, elle va avoir des subventions. Donc les Américains vont récupérer une partie de nos dépouilles, quoi. Voilà. Donc la conséquence de l'incompétence de nos gouvernants depuis une trentaine d'années sur la filière nucléaire française, c'est les Américains qui en profitent. Voilà. Mais nous, la compétence, et je veux dire la trahison de nos intérêts, ça ne concerne pas uniquement le nucléaire. C'est vraiment la transition énergétique prise globalement qui est une voie sans issue, quoi, qui nous amène dans le mur, quoi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors, avant d'aller sur la question suivante, la taxe carbone, elle est également prévue sur les frontières de l'Union européenne. Ouais. Donc ça ne sera pas seulement pour la France, ça sera également tout ce qui arrivera de l'extérieur, donc sera également taxé. Donc il y aura peut-être des mesures de rétorsion des pays exportateurs. Alors il peut y avoir ça, mais ça c'est l'argument que défendent ceux qui défendent cette politique, de dire la taxe carbone, ça va rétablir l'équité. En fait c'est faux. La taxe carbone sur les industries et les importations qui va s'appliquer là, elle concernera uniquement les produits intermédiaires. Genre les tôles d'acier qui servent à construire une voiture. Parce que faire une taxe carbone sur une voiture, en fait, concrètement, c'est impossible parce qu'il y a tellement de produits qui viennent de tellement d'usines que calculer des émissions carbone quand on fabrique une voiture, ce serait extrêmement complexe. Ce serait tellement intrusif que ça révélerait des informations sur les processus de production. Et puis, il faudrait se mettre d'accord sur des normes internationales. Tant qu'on fasse ça, bon, voilà. Donc, c'est impossible à faire sur des produits finis. Donc, l'Europe le fait sur des produits intermédiaires, des tôles d'acier. Mais le problème, c'est que la production de tôles d'acier en Europe, elle va être plus coûteuse parce que les entreprises devront diminuer leurs émissions de CO2. Donc, et pour compenser, les tôles qui viennent de l'étranger seront affectées d'une taxe pour être au même prix que les tôles en Europe. Le problème, c'est que le prix de ces tôles-là, ils seront beaucoup plus élevés qu'à l'étranger. Donc, que vont faire les constructeurs automobiles ? Ils vont démonter leurs usines, ils vont les reconstruire en Turquie, au Maghreb ou en Asie, où là, ils auront accès à des tôles qui seront nettement moins chères que celles qu'ils ont sur le continent européen. Donc, ces taxes-là, et ça, le secteur de l'industrie l'a dénoncé, ces taxes-là, elles
accélérer la désindustrialisation de l'Europe, contrairement à ce que nous racontent les médias, les écologistes. Et ça, c'est une honte, vraiment. La neutralité carbone, elle est prévue pour 2050. Qu'est-ce que l'Europe, le président, ont mis en place pour y parvenir? Alors, ça, c'est l'objectif fixé par l'Union européenne et par la France, qui est totalement délirant. C'est-à-dire neutralité carbone, c'est-à-dire que l'Europe n'émettra plus de carbone. Alors, elle continuera d'en émettre, mais on va absorber du carbone en plantant des arbres pour que globalement, au niveau de l'Europe, il n'y ait plus d'émissions de carbone. C'est un chiffre qui en soi est complètement stupide parce que l'Europe ne pèse que 10% des émissions de carbone dans le monde. Et pendant ce temps-là, la Chine et l'Inde, eux, s'industrialisent, construisent des centrales au charbon ou au gaz à un rythme fou. Et donc, tous les efforts que Centrales nucléaires aussi en Chine. Alors aussi nucléaire, mais aussi charbon et gaz. Hein. Donc tous les efforts que nous on fait en Europe, ils sont complètement engloutis par l'augmentation des émissions de CO2 faites en Asie. Donc c'est un objectif qui est complètement stupide, qui ne sert à rien, qui va juste servir à nous désindustrialiser et à appauvrir le continent. Quoi. Quand on regarde, justement, pour revenir sur cette interdiction de moteur thermique, il n'y a que l'Europe qui le fait. Hein. L'Europe et la Californie, c'est tout. Les États-Unis. Pour sauver le monde, l'Europe et la Californie suffiront. Voilà. Et le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on va perdre des millions d'emplois parce qu'une voiture électrique comporte beaucoup moins de pièces. Elle est plus chère, mais les États la subventionnent pour que les gens les achètent. Mais il y a beaucoup moins de pièces. Donc ça va faire perdre des millions d'emplois. Ouais. Et la plupart des voitures électriques viennent de Chine, parce que la Chine, elle est compétitive là-dessus. Parce qu'elle a toutes les matières premières chez elle. Donc les voitures chinoises sont déjà en train d'envahir le marché de l'automobile européen, alors qu'avant, sur les modèles thermiques, il y avait 0 voiture chinoise parce qu'ils n'avaient pas le niveau en termes de moteur thermique et en termes d'émissions, c'est-à-dire de répondre aux normes d'émissions de produits toxiques des moteurs thermiques, ils n'avaient pas le niveau. Donc il y avait 0 voiture chinoise thermique, et là, les voitures électriques commencent à envahir le marché. Donc avec ce double effet, simplification des voitures, diminution du nombre, parce que tout le monde ne pourra pas avoir une voiture électrique, même si c'est subventionné, et invasion chinoise, on va faire s'effondrer le secteur automobile européen. Quoi. C'est 12 millions d'emplois actuellement. On pourrait se dire, au fond, que cette transition écologique, elle est bonne, parce qu'on veut améliorer notre environnement. Mais vous dénoncez les mensonges et les manipulations concernant le réchauffement climatique, puisque dans les médias, on entend partout que c'est l'homme qui est à l'origine de ce réchauffement climatique. On dit qu'il est anthropique. Vous dites que c'est du mensonge, tout ça. Oui, non mais... c'est quoi les 3 gros mensonges du réchauffement climatique ? En fait, il faut aller à la racine du problème, parce que toute la politique énergétique de la France, elle a cet objectif-là. On dit qu'il faut accéder à la transition écologique. Mais moi, c'est pas moi, on est plusieurs à le dire, que le réchauffement climatique n'est pas établi. Et que il n'est pas établi et son origine non plus. Et son origine non plus. Alors, il y a un réchauffement, quand on le mesure depuis le milieu du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui, il y a à peu près 1 degré d'augmentation de température, mais de toute façon qui fait suite à des évolutions naturelles du climat qui a toujours évolué dans le temps. Au Moyen-Âge, il faisait plus chaud, sous Louis XIV, la Seine gelait, donc on est en train de sortir de ce mini-âge glaciaire de l'époque de Louis XIV, voilà. Enfin, mais ça, c'est mesuré, alors pas avec la même précision, parce qu'il n'y a pas de thermomètre à mercure à l'époque, mais en fonction des dates de vendange ou de fait que telle essence végétale poussait à tel endroit, on peut recalculer des températures, et on sait très bien que les températures évoluent. Donc, attribuer ça en totalité aux émissions humaines de CO2, ça n'a aucun sens. Et il y a de nombreux chercheurs qui ont montré que il n'y avait pas d'influence du CO2 sur la température, c'est même le contraire. C'est-à-dire que le CO2 avait tendance à augmenter après que la température se soit mise à augmenter. Donc voilà. Et puis il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de démonstration scientifique de l'augmentation des émissions de CO2 et de la température. Hein, Vous avez pu le constater, Philippe Erlin, puisque je crois que vous deviez enregistrer un débat avec Mike Borowski et une personne qui expliquerait l'origine humaine du réchauffement climatique. Finalement, cette personne s'est décommandée. Et s'est décommandée la veille. Donc, en fait, il est impossible d'avoir un débat sur le sujet, quoi. Et c'est ça qui est vraiment triste. Donc, on nous dit la science parle, mais on ne peut pas discuter de la science, quoi. Voilà. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la science qui parle. Ce qui fait dire au GIEC que l'homme a une influence sur la température, ce sont des modèles.
Des modèles comme par exemple le modèle de l'Imperial College qui prévoyait 400 000 morts si la France ne confinait pas, les modèles économiques. Quand l'INSEE dit la croissance en France sera en 2024 de 2%, on ne va pas dire c'est la science qui parle. L'INSEE utilise des méthodes scientifiques, mais elle utilise des données du passé, elle formule des hypothèses et elle dit la croissance devrait être... On sait bien que c'est rarement vérifié. Vous avez publié un très bon ouvrage de référence sur la méthode très originale de l'INSEE pour calculer l'inflation. Alors en plus, il peut y avoir des petites magouilles, mais même si on met ça de côté, même si on part des principes qui sont honnêtes, ce sont des modèles, c'est-à-dire que c'est bâti sur le passé, on formule des hypothèses et on essaie de prévoir l'avenir. C'est pas ça, une formule scientifique, la science, c'est pas ça. Hein. Alors, Philippe Ce Erlin... sont des estimations, voilà. Et elles sont, en plus, quand on regarde les rapports du GIEC sur des dernières décennies, on voit que les prévisions catastrophiques sont systématiquement démenties. Repoussées, oui. Voilà, donc il faut revenir à la racine du problème et il faut qu'il y ait un vrai débat scientifique sur le réchauffement. On se rendra compte que ça repose sur du sable. Et à ce moment-là, on arrête. Moi, je dis une façon d'arrêter l'inflation sur l'énergie, c'est d'arrêter toutes les politiques qui sont liées à la transition énergétique. Voilà, il faut urgemment arrêter ça. Si on continue d'y aller, on va continuer sur l'inflation. Cette crise énergétique, elle a une conséquence sur l'inflation, sur les produits alimentaires. On évoque tout ça après la pause. Et on poursuit notre entretien avec notre invité Philippe Erlin. On évoquait les mensonges du réchauffement climatique. À vos yeux, en tout cas, Philippe Erlin, toujours dans le genre mensonge. Où en est l'inflation sur les produits alimentaires en France ? Alors, elle reste très élevée et ce qui est inquiétant, c'est que l'inflation se généralise. Au départ, on a vu qu'il y a une inflation sur l'énergie. Ensuite, ça se transmet à l'alimentaire parce que l'alimentaire consomme beaucoup d'énergie, notamment les produits frais. Les produits frais ou les produits surgelés, ça veut dire qu'il faut maintenir la chaîne du froid. Donc ça consomme de l'énergie. Et les produits durables étaient un peu exemptés pour l'instant. Mais ça, c'est fini. C'est-à-dire que l'inflation commence à toucher l'ensemble des biens et on commence à avoir une inflation qui s'auto-entretient. Et donc ça, c'est problématique, quoi. Bruno Le Maire nous dit toujours que le pic de l'inflation est passé ou qu'on va bientôt le passer. Oui, il n'y aura pas de Mars rouge. Mais voilà, mais on se rend compte que ça continue. Et comme on le disait tout à l'heure, de toute façon, structurellement, avec la transition énergétique, on va continuer d'avoir une énergie qui sera chère, même si la guerre en Ukraine s'arrête et que ça fera diminuer la tension sur les prix. De toute façon, la transition énergétique va rendre l'énergie de plus en plus coûteuse. Les politiques qui sont liées à cette transition vont rendre un grand nombre de produits de plus en plus coûteux, comme ce soit l'automobile électrique, l'obligation de l'isolation thermique pour les bâtiments. Ouais. Tout ça va générer des coûts, va générer une inflation structurelle. Et puis l'autre moteur de l'inflation, c'est la planche à billets de la Banque centrale européenne, qui a été énorme pendant le Covid, qui diminue maintenant, mais les déficits budgétaires continuent, hein, notamment en France. Donc à un moment, il va falloir... Et puis s'il y a une crise bancaire, il y en a aux États-Unis, il n'y en a pas encore vraiment en Europe, mais il y a quand même des inquiétudes. Et ben la BCE sera obligée de faire repartir la planche à billets. Et donc ça, c'est aussi un facteur de l'inflation, quoi. Donc on va vivre avec de l'inflation durable, au moins au-dessus de 5% pour tous les prix, et pas loin de 10% pour l'alimentaire, pendant plusieurs années. Et ça pose un vrai problème de pouvoir d'achat, quoi. Voilà. L'inflation sur les produits alimentaires, selon le baromètre Circana LSA, 17,6% en avril. Ça va se poursuivre, ça va continuer à augmenter. Alors, est-ce qu'on va dépasser les 20 ou est-ce qu'on va aller vers les 15 ? Ça, c'est difficile à dire. Mais de toute façon, on va garder une inflation élevée qui va se rajouter à celle de l'énergie. Donc, pour tous les ménages, ça va devenir extrêmement compliqué, quoi. Voilà. Est-ce qu'on est les pires en Europe ? Il se passe quoi chez nos voisins européens ? On n'est pas notamment Espagne et Portugal qui, eux, sont sortis du marché européen de l'électricité. Ils bénéficient d'une énergie moins chère, donc ils ont un peu moins d'inflation. Les pays qui étaient proches de la Russie et qui donc avaient des échanges importants et qui ont dû, suite aux sanctions, trouver de nouveaux débouchés, de nouveaux fournisseurs, eux, ils ont une très forte inflation. Les pays baltes, la Hongrie ont une inflation qui est plus forte que nous, quoi. Mais la France, pendant longtemps, a été un peu en dessous de la moyenne, mais grâce au bouclier, grâce à l'argent public déversé. 30 milliards. Voilà. Maintenant, ces boucliers sont en train de s'arrêter. Donc la façon, on va revenir vers la moyenne européenne, quoi.
Les boucliers tarifaires vont s'arrêter et en plus les entrepreneurs, enfin les responsables d'entreprise devront continuer à rembourser les emprunts garantis par l'État pendant le Covid. Donc ça va être double effet qui se coule là. Oui, c'est-à-dire les PGE vont devoir être remboursés et comme le pouvoir d'achat va baisser, il y aura moins de clients, donc moins de chiffre d'affaires. Donc ça va être très compliqué aussi pour les entreprises, pour les commerçants et pour les artisans. Conséquence de cette inflation, c'est le jackpot pour l'État. Les recettes de l'État ont bondi de 7,3% en 2022 grâce à l'inflation, soit 95,7 milliards d'euros en plus pour l'État. Pourquoi dites-vous que justement l'État ne profitera pas de cette situation sur le long terme? Alors déjà, il faut expliquer pourquoi est-ce que les recettes explosent. C'est simplement une grosse partie, la plus grosse partie TVA. des recettes de l'État, c'est la TVA. Et donc la TVA, c'est directement indexé sur les biens de consommation, quoi. Donc quand les prix explosent, les recettes de TVA explosent aussi automatiquement. Et surtout que l'effet, il est direct. C'est quasiment de mois en mois. Alors que les dépenses de l'État, elles mettent du temps à s'adapter. C'est-à-dire toutes les dépenses sociales, les salaires des fonctionnaires, par exemple, qui sont à un poste important, ou tout ce qui est minima sociaux, ça met du temps à s'indexer sur l'inflation. Donc il y a un effet retard sur les dépenses et il y a des recettes qui augmentent tout de suite. Donc quand l'inflation se met à décoller, comme on l'a vu à ce moment, l'État est gagnant en quelque sorte, même si on est en déficit et la situation est catastrophique, mais disons que dans ce cadre-là, l'État est gagnant. Maintenant, ça ne peut pas durer parce que à un moment, les minima sociaux vont devoir être augmentés, les salaires des fonctionnaires aussi, sinon on risque d'avoir vraiment des grèves ou choses comme ça. Et donc, cet avantage va se réduire. Voilà. Mais pour l'instant, l'État en profite. C'est pour ça aussi qu'il fait des boucliers tarifaires en espérant que l'inflation va vite revenir en dessous de 5%, auquel cas, ça permettrait de ne pas avoir à augmenter les minima sociaux et de s'en tirer comme ça. C'est ce qu'espère Bercy. Voilà, mais ça ne risque pas d'arriver. Je pense qu'on va être durablement au-dessus de 5% d'inflation. Les 95 milliards d'euros supplémentaires dans les caisses de l'État ne suffisent pas. Visiblement, les Français qui sont à la dèche le 15 du mois, ça ne suffit pas. Ils ont décidé en plus maintenant une augmentation sur le tabac, j'ai vu, 10 à 50 centimes. Et pourquoi on décide ça maintenant? Ça, c'est la politique anti-tabac. Bon, à quelle limite on peut comprendre, mais ça se rajoute, ça se rajoute aux dépenses des ménages, quoi. C'était pas vraiment le bon moment pour le faire, quoi. Ça c'est clair. Et pendant ce temps-là, les dépenses publiques ont augmenté en 2022, contrairement à ce que notre ministre de l'économie souhaite, puisqu'il a dit qu'il fallait redresser, remettre les comptes d'équerre. 58 milliards d'euros de dépenses supplémentaires en 2022. Ça représente 58,1% du PIB. Je veux dire, mais les Chinois se foutent de nous parce qu'on redistribue plus que des communistes. Oui, on a un niveau de taxation en termes de prélèvement obligatoire, c'est à totalité, impôts, taxes, charges sociales, on est numéro 1 de l'OCDE, à peu près au même niveau que le Danemark. Mais le Danemark, lui, il a l'équilibre budgétaire. Et puis là-bas, les services publics fonctionnent. L'école, la santé, ça fonctionne. Et nous, non seulement on ponctionne beaucoup, mais en plus on est en déficit. C'est parce qu'on dépense encore beaucoup plus que ce qu'on ponctionne sur l'économie. Et ça, depuis 1975. Voilà, depuis 1975, il y a toujours eu des déficits budgétaires de l'État. On n'avait jamais été capable de redresser la barre. Et dans les prévisions de dépenses de déficit qu'a envoyé Bruno Le Maire à Bruxelles, parce que régulièrement on doit envoyer les prévisions, il ne cherche... Il n'y a même pas de diminution des dépenses publiques. Parce que ça c'est définitivement impossible en France. Il y a simplement une maîtrise de l'augmentation, on admire la formule. Oui, objectif de dette en 2027, 108% du PIB, on est aujourd'hui à 111. Voilà, et il espère que la croissance sera suffisamment forte de façon à ce que le poids des impôts par rapport au PIB diminue un peu. C'est-à-dire que le PIB augmente plus vite que le poids des impôts. Et c'est uniquement ça qu'espère. Donc on voit, on en est rendu. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réforme structurelle qui est prévue. Moi, je pense le quinquennat est mort, on l'a vu avec les retraites. Maintenant, ça devient impossible de réformer. Donc, le quinquennat est mort, il n'y aura aucune réforme. Même la réforme sur l'immigration, on l'a remise à l'automne parce que les LR ne vont pas pouvoir la voter tout de suite. Ils ne veulent pas se faire griller deux fois. Il n'y a plus aucune décision importante qui va être prise. Donc,
la France risque d'être vraiment l'homme malade de l'Europe, quoi, voilà, au niveau budgétaire, et ça risque de se payer un jour ou l'autre, quoi. J'entendais un citoyen français filmer, je crois que c'était à Dole, avec le président de la République qui lui reprochait justement qu'il y ait trop d'impôts, qu'il y ait trop de dépenses de l'État, et le président de la République a quand même réussi à lui dire que non, il avait tort, que les impôts baissaient. Comment est-ce qu'il arrive à retourner ? Bon, ça, c'est la tchatche de Macron, mais il n'y a pas de vraie Ou alors c'est pour l'avenir, on peut s'attendre réellement à une baisse des impôts, des taxes, pour 2023, non, parce que 2025. pour faire ça, il faudrait qu'il y ait une baisse des dépenses publiques. Et c'est pas du tout le chemin qu'on prend, donc il n'y a rien à espérer de ce côté-là, quoi. Alors, je vais vous citer un proche du président Macron. C'est sorti dans la presse, je cite, « Ma conviction, c'est que cela ne peut pas durer. Le constat s'impose, c'est cuit et ça ne tiendra pas 100 jours. Tout ça va sauter. » Donc ça, c'est un compagnon de route qui a dit ça en off à un journaliste et qui l'a sorti. Donc ça, c'était à la suite de la réforme des retraites. Vous dites que maintenant, le quinquennat est mort, le président a très peu de marge de manœuvre. La résultante de cette réforme des retraites, on l'a vu, l'agence de notation Fitch vient de dégrader la note de la France, alors que l'objectif était justement de faire en sorte qu'on puisse continuer à s'endetter pas trop cher, mais finalement... C'est-à-dire que le seul objectif poursuivi par la réforme des retraites, c'était d'améliorer l'image de la France à l'international, parce que la moitié de la dette publique de la France est détenue par des investisseurs étrangers. Europe, Asie, un peu partout dans le monde. Bon. Donc il fallait rassurer ces gens-là en leur disant la France fait une réforme sur les retraites en repoussant de 2 ans. Bon. Même ça n'a pas marché, parce qu'il y a eu tellement de grèves et un tel refus de la part de la population que même à l'étranger, on s'est rendu compte que Paris était complètement... Il y avait des grèves tout le temps et que c'était une catastrophe, quoi. Donc, et Fitch l'a noté. Donc ça montre que cette réforme n'a servi strictement à rien. Oui, l'argumentaire de Fitch, c'est de dire que, vous voyez, en fait, ça va plomber le climat social, les gens vont se radicaliser et personne ne voudra investir maintenant. Et ça rendra impossible toute nouvelle réforme structurelle. Bruno Le Maire, suite à cette note, a dit qu'il allait continuer la réforme structurelle. C'est un mensonge complet. Il est maintenant impossible de faire la moindre réforme structurelle. De toute façon, il n'y a pas de vraie majorité à l'Assemblée nationale. Et après ce qui s'est passé sur la retraite, ça devient impossible. Donc... Il va rester 4 ans, ça va être très long. Si Macron va jusqu'au bout, enfin, le quinquennat est mort. Et le problème, c'est que la France va être un peu l'homme malade. Il suffirait d'une nouvelle crise pour que ça dégénère très vite. On voit actuellement aux États-Unis une crise bancaire importante qui touche les banques régionales, les banques de second rang. Mais quand même, ça pose quand même des problèmes. En Europe, on n'est pas encore trop touché, mais il y a quand même une société d'assurance vie italienne, Eurovita, qui est en faillite. Ça, on n'en parle pas du tout dans les médias, parce que l'assurance vie, c'est le placement préféré des Français, donc il ne faudra surtout pas leur faire peur. Mais Eurovita, en Italie, les comptes sont bloqués. C'est-à-dire il y a à peu près 300 000 clients. Vous n'avez plus le droit de retirer Il y a 300 000 clients pour un total de 15 milliards d'euros. Et jusqu'au mois de juin, en tout cas jusqu'à fin juin, ces clients ne peuvent pas retirer leur argent. Voilà. Alors peut-être que ça va débloquer. C'est pas encore catastrophique, mais c'est quoi l'étape d'après ? C'est pas une grosse assurance vie. Donc je pense que ça va se régler. Mais il y en a beaucoup d'autres qui connaissent ce problème, parce que la remontée des taux fait que les obligations qui sont dans le bilan des banques et les sociétés d'assurance à l'époque où les taux d'intérêt étaient à 0%, elles valent nettement moins. Donc si les clients demandent à retirer leur argent et que les banques et les sociétés d'assurance sont obligées de vendre leurs obligations, elles le font à perte. C'est comme ça que SVB aux États-Unis est tombé, quoi. Il a été obligé de vendre. Silicon Valley Bank a été obligé de vendre en urgence ses obligations qui valaient plus grand-chose. Donc il peut se passer la même chose en France et en Europe. Est-ce que après la phase du gel des fonds sur les assurances vie, c'est finalement on va vous prendre votre épargne? Oui. Parce qu'on en parle avec la loi Sapin 2 et puis l'Union bancaire européenne. Déjà, vous interdire de retirer l'argent que vous avez sur votre assurance vie, c'est déjà c'est contraignant. C'est déjà que c'est plus votre argent. À la banque, il y a aussi une directive, la directive BRRD, qui permet à une banque en situation de faillite
de bloquer les retraits ou de les limiter à quelques centaines d'euros par semaine. C'était le cas du laboratoire de Chypre. Voilà, c'est ce qui s'est passé à Chypre en 2013. Voilà. Et suite à ça, il y a une directive européenne qui a été faite et qui maintenant s'applique dans tous les pays européens. Donc c'est une chose qui peut arriver. Ils ont vraiment pris du fric aux gens à Chypre? Oui, c'est-à-dire au-dessus de 100 000, ils prenaient. Quoi, voilà. Ouais. Donc, et la directive actuelle, c'est ça, c'est que au-dessus de 100 000, sur le compte courant, l'argent sera pris. Alors beaucoup de gens vont se dire, ah bah 100 000, je suis tranquille, j'ai moins de 100 000. Mais en fait, non, c'est que plus personne n'a plus de 100 000 en liquide sur un compte bancaire. À la limite, ceux qui ont beaucoup de liquidités, ils ouvrent plusieurs comptes. Donc ils seront obligés de descendre cette limite, ce sera à 70 000, 50 000, 30 000, et à ce moment-là, il y a beaucoup de gens qui seront concernés. Quoi. Donc voilà, la crise bancaire, nous pas on est. Quoi. Une crise d'assurance vie, nous pas on est. Comment pourra réagir la France dans ce cas-là, alors qu'on est déjà pieds et poings loués par une dette et un déficit bon, Vous dites que le quinquennat du président Macron est mort, mais il a toujours des solutions. Il a la dissolution, mais vous me dites que... la dissolution, non, ça serait encore pire pour lui. Ce serait encore pire. En France, on a des solutions qui sont solides par rapport à un régime parlementaire où un chef de gouvernement peut sauter. Hein, en Allemagne, en Italie, en Angleterre, on voit qu'un Premier ministre peut sauter rapidement. En France, avec la 5e République, on a un système solide, en tout cas pour le président. Bon, donc formellement, il peut durer jusqu'à la fin de son mandat, mais pour faire quoi? Il ne se produira rien, aucune réforme, rien en France. S'il y a une crise, comment réagir? Enfin, c'est pas possible de continuer comme ça, quoi. Mais malheureusement, on va continuer à s'enfoncer petit à petit, quoi. Voilà. Vous pensez que le président Macron, avec son intelligence supérieure, n'a pas de plan B, n'a rien prévu, quoi? Je pense qu'il a prévu des choses pour lui. C'est-à-dire, c'est aussi ça qui fait qu'il est très soumis à l'Allemagne pour le marché européen de l'énergie, dont on parlait tout à l'heure. Lui, je pense qu'il vise le coup d'après à avoir un poste important au niveau européen, peut-être le poste de Ursula von der Leyen ou quelque chose comme ça. Et donc, il fait en sorte d'être très, très respectueux des institutions européennes et des desiderata de Berlin, quoi, pour viser ce poste-là. Mais bon, au passage, la France, je pense qu'il s'en fiche un peu, quoi. Ça fait des années, Philippe Herrlin, que la France se prend des gifles à chaque crise. C'était le cas en 2008 avec la crise des subprimes. On s'est pris le Covid. Maintenant, cette crise énergétique. Jacques Attali nous prévoit un krach financier pour cet été. Je veux dire, à quoi ça sert d'élire des présidents et des gouvernements si on ne peut pas être protégé par eux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher que ces crises internationales nous frappent? Moi, l'idée que je défends pour ça, c'est qu'il faut dire la vérité, il faut revenir à la vérité. Voilà. Si on est en crise énergétique, c'est parce qu'on croit, et malheureusement une majorité de Français croient, qu'il y a un réchauffement climatique à cause de l'émission de CO2. Alors je lui dis à ces Français, écoutez, posez-vous quelques questions, renseignez-vous, allez sur YouTube, lisez des livres, informez-vous, voilà. Mais si vous croyez au réchauffement climatique, vous avez perdu, quoi, voilà, et ça va mal se terminer. Si vous croyez que le coup franco-allemand est quelque chose de fondamental et qu'il faut faire des sacrifices, malheureusement, vous avez tort. Voilà, il faut rappeler que les Allemands, ils se foutent de notre gueule longueur de temps et qu'il n'y a pas du tout de couple, c'est à peine un partenariat, quoi. Voilà, donc nous sommes soumis à plusieurs totems, quoi. Voilà, le totem de la transition énergétique, le totem, voilà, de la construction européenne, le totem, voilà. Et tant qu'on n'interrogera pas ça, eh bien, on subira crise sur crise, quoi. Voilà. C'est la fin de cet entretien avec vous, Philippe Herrlin. Je vais rappeler le titre justement de cette étude que vous avez adressée à l'Institut Thomas More, Cancel Economy. Pourquoi la transition énergétique est une catastrophe économique? Et puis on a rapidement évoqué votre ouvrage pour lequel vous étiez venu sur ce plateau à propos de l'inflation. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le titre? Vous aviez fait Pouvoir d'achat, le grand mensonge, qui est sorti en 2018, juste au moment où démarraient les Gilets jaunes. Ouais. Voilà, donc je crois que c'est à retrouver sur la boutique officielle, mais sinon, voilà, vous pouvez retrouver très facilement cet ouvrage. Merci à vous, Philippe Herrlin, et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous le répète, c'est très important pour nous, TV Liberté, que vous cliquiez sur ce pouce en l'air, que vous nous laissiez vos commentaires et que vous partagiez un maximum ce contenu s'il vous a plu. On se retrouve, quant à nous, dans une semaine avec Olivier Pichon. Bonne fin de semaine et au revoir, à bientôt.